Il ne voulait jamais que vous entendiez cela. Si vous ressentez un frisson le long de votre colonne vertébrale en ce moment, ne l'ignorez pas. Parce qu'une fois que vous écoutez ce que je suis sur le point de révéler, la façon dont vous voyez le monde, votre église, vos voisins, même le visage dans votre propre miroir, ne sera plus jamais le même. Dans les replis cachés des collines de Bretagne en 1750, les gens murmuraient à propos de la vallée des ombres, comme si c'était juste une autre paroisse rurale, un simple point sur une carte que les cartographes daignaient à peine ancrer. Mais les secrets prospèrent là où personne ne regarde de trop près, des secrets qui griffent l'intérieur de votre esprit, une fois qu'ils vous trouvent. L'histoire commence avec le révérend Isaïe Legrand et ses jumelles, Sophie et Suzanne, deux petites filles en robe de lin simple, se tenant la main tandis qu'elles erraient de cabane en cabane, d'église en église. Aux yeux naïfs, elles n'étaient que des agneaux sans père dans un désert cruel. Mais pour ceux qui les rencontraient, elles étaient quelque chose de bien plus étrange, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui extirpait la vérité de vous comme une écharde remontant à la surface de la peau. Vous voyez, la vallée des ombres était construite sur du bois pieux et une bonne doctrine calviniste, ou du moins c'est ce que ses habitants voulaient en vous faire croire. Mais sous le plancher de l'ancienne église, la vérité pourrissait comme un corps dans une tombe anonyme. Et quand les jumelles arrivèrent, elles ne se contentaient pas de parler. Elles exhumaient les mensonges que les gens pensaient avoir enterrés pour toujours. Vous pensez être en sécurité parce que vous vivez à l'ère de la science et des écrans, parce que vos péchés sont cachés derrière des mots de passe et des portes verrouillées. Aucun secret ne reste enterré quand un esprit s'est creusé. Et les jumelles Legrand, elles n'avaient pas besoin de pelle, elles avaient des rêves. Certains disent que leur mère mourut en hurlant pendant l'accouchement, maudissant la tempête qui isola leur cabane du monde. Certains disent qu'elle maudit son mari pour l'avoir laissé saigner seul pendant qu'il priait. Et certains disent que son dernier souffle ne quitta pas ses filles. Il s'attarda en elle, une voix murmurant des choses qu'aucun enfant ne devrait savoir. Quand Isaïe remonta le sentier boueux vers la vallée des ombres ce octobre-là, la congrégation l'accueillit avec des sourires polis. Mais derrière chaque poignée de main et chaque miche de pain rassis, leurs yeux se tournaient vers les filles, grands ouverts, identiques, étrangement silencieuses, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Et la deuxième nuit, elles ne l'étaient plus. Sophie regarda le pasteur Pierre à travers la lueur vacillante des bougies et demanda pourquoi il cachait du brandy sous les planches de l'église, enveloppé dans la couverture de son fils mort. L'homme manqua s'étouffer avec son ragoût. Comment pouvait-elle savoir? Il n'en avait parlé à personne, pas même à sa femme. C'est là que vous vous penchez plus près, car une fois que vous entendez cela, vous ne revenez pas le même homme. Vous êtes-vous déjà demandé combien vous avez enterré sous les planches de votre propre vie? Quels secrets vous avez enfoncés si profondément que vous pensez qu'ils ne remonteront jamais à la surface? Les jumelles Legrand étaient la preuve vivante que certains esprits sont des clés, clés pour des portes qui ne devraient jamais être ouvertes. Mais vous êtes ici maintenant, écoutant, vous penchant. Alors continuez à écouter car les planches pourries de la vallée des ombres sont sur le point de se fendre en grand et vous verrez exactement ce qui en est sorti. Et si vous pensez que cela se termine par une histoire de fantôme, vous n'êtes pas prêt pour la vérité. Attachez-vous. Ce qui s'est passé ensuite a brisé le masque des justes et révélé le genre d'obscurité qu'aucun sermon ne pourrait jamais laver. La question n'est pas de savoir si vous me croyez. La question est, pouvez-vous le supporter quand vous réalisez que les mêmes ombres rampent à travers votre propre maison de culte, à travers votre propre famille, à travers votre propre esprit? Ne détournez pas le regard maintenant. Vous avez déjà entendu trop pour revenir à la lumière inchangée. Continuez à écouter, continuez à creuser, car ceci est le secret qu'ils espéraient que vous ne trouveriez jamais. Quand l'aube se leva sur la vallée des ombres ce matin d'octobre amer, le brouillard semblait plus épais que d'habitude, s'accrochant aux cabanes, s'infiltrant sous les portes, enveloppant l'église d'un voile qui faisait sentir les vivants plus proches des morts. Le pasteur Pierre se leva avant le chant du coq comme il le faisait toujours. Mais ce matin-là, ses prières restèrent coincées dans sa gorge comme du pain sec. Il ne pouvait pas arrêter d'entendre la voix de Sophie, petite, claire, impitoyable, nommant la bouteille qu'il pensait enterrée dans l'obscurité. Une bouteille enveloppée dans la couverture d'un bébé mort. Un secret qu'il avait caché aux vivants, mais jamais à lui-même. Il trouva Isaïe Legrand éveillé près des braises du feu, Bible ouverte sur ses genoux, mais ses yeux fixant les ombres qui semblaient en lui répondre. Les jumelles étaient recroquevillées sur une paillasse de paille à côté de lui. Suzanne fiévreuse à nouveau, murmurant dans son sommeil, Sophie bien éveillée et observant son père avec ce calme terrible, trop connaissant. « Pasteur, dit Isaïe sans lever les yeux, vous êtes-vous déjà demandé si le Seigneur donne à certains des yeux non faits pour ce monde ?» Le pasteur Pierre ne répondit pas. Il ne pouvait pas, car la vérité était qu'il s'était posé la question. Bien avant que les jumelles ne parlent son péché à voix haute,
Il avait senti que quelque chose dans cette vallée était plus ancien que les hymnes calvinistes qu'il chantait pour éloigner les loups, plus ancien que toute écriture, quelque chose qui observait à travers les arbres, attendant un esprit assez doux pour murmurer à travers. Sophie s'assit, ses cheveux tombant en mèches autour de son visage pâle. « Pasteur Pierre, dit-elle, sa voix douce comme de l'eau de source, voulez-vous que nous vous montrions ce qui est sous le plancher? Ou le savez-vous déjà ?» Il secoua la tête, ses mains tremblantes. « Je sais, râla-t-il. Dieu me vienne en aide. Je sais. » Ils prirent le petit déjeuner en silence. Bouillie de maïs froid et café amer, les jumelles y touchèrent à peine. Elles ne semblaient jamais avoir faim de nourriture. Elles se nourrissaient d'autre chose, des choses non dites, le goût de la honte des gens, roulant sur leur langue comme du miel et des cendres. Au moment où la congrégation se rassembla pour le culte du dimanche, la rumeur s'était déjà propagée à travers la vallée des ombres, comme une vipère dans l'herbe haute. Samuel Tourneur, le grand homme qui se disait le pilier de la ville, évitait les yeux des jumelles. Marthe Blanchamp, la vieille veuve qui avait polissé les mœurs de tout le monde depuis des décennies, serrait son livre de chants si fort que ses jointures blanchirent. Ils vinrent tous, cependant, car la peur a une attraction plus forte que la foi, et au fond, chaque homme, femme et enfant, voulait voir si ses petites filles savaient vraiment ce qu'aucun enfant ne devrait savoir. Le sermon d'Isaïe commença doucement. Feu et soufre, le habituel. Mais ce furent les jumelles qui fissurèrent les bancs. Après le dernier amen, elles n'attendirent pas la permission. Sophie marcha droit vers Samuel Tourneur, leva les yeux vers lui avec cette terrible innocence, et nomma chaque pièce qu'il avait volée de la corbeille de la collecte. Nomma les dettes, nomma les réunions secrètes à Rennes, où il jouait l'argent du Seigneur. Suzanne se dirigea vers Marthe Blanchamp et parla l'impensable. Son mari fugueur, le certificat de décès falsifié, les lettres qu'elle brûlait dans son âtre chaque veille de Noël, quand la solitude griffait trop profondément. Une par une, elles démontèrent le masque de la vallée des ombres avec le calme d'un enfant. Pas de colère, pas de jugement, juste la vérité, crue et rampant à l'air libre comme des vers dans une carcasse. Les gens pleurèrent, les gens crièrent, mais personne ne pouvait le nier. Chaque mot correspondait à un registre caché, une lettre enterrée, une rumeur murmurée qui mourait sur d'autres langues, mais pas sur les leurs. Et quand elles eurent fini, quand le dernier mensonge gisait tressautant sous la pâle lumière filtrant à travers les fenêtres de l'église, Sophie se tourna vers l'autel, chaîne assombrie par des décennies de prières et de secrets. Elle posa sa petite main dessus comme un juge sur le point de rendre un verdict. « C'est un terrain sacré, dit-elle, sa voix résonnant contre les chevrons. Mais il est taché. Ceux qui sont morts ici veulent que vous le sachiez. Ils ne reposeront pas tant que vous ne vous souviendrez pas. » Un silence si profond qu'il fit craquer les vieilles poutres. Le pasteur Pierre sentit la pièce tourner autour de lui, ses genoux bloqués pour le garder debout. La famille Vigne, espoir et foi, le mensonge qu'il avait hérité de son prédécesseur. La vérité murmurée seulement une fois, en confession à un aîné mourant qui le supplia de ne jamais creuser. Mais les jumelles creusaient, elles le faisaient toujours. Si vous pensez que la vallée des ombres n'est plus qu'un village fantôme maintenant, vous manquez l'essentiel. Les jumelles n'ont pas seulement déterré le passé du village, elles ont exhumé quelque chose de plus ancien. Une question que vous ressentez dans vos os en ce moment. Combien de votre vie est construite sur une pourriture cachée? Écoutez attentivement. Ce n'est pas à propos de deux étranges filles dans les bois. C'est à propos de vous, votre famille, votre église, les secrets qui maintiennent votre petit monde poli de s'effondrer. Vous les enterrez profondément. Vous priez pour qu'ils restent silencieux. Mais le moment où quelqu'un avec « Oh, je suis oui », comme Sophie et Suzanne vous regardent, vous apprenez la vérité. Aucune tombe ne reste fermée pour toujours. Encore ici? Bien, alors restez avec moi. Car se trouve à plus profond que la vallée des ombres. Il court sous chaque église, chaque tribunal, chaque murmure que vous avez jamais enterré dans l'obscurité. Et une fois que vous voyez le fond, vous ne remonterez jamais à la surface le même homme. On dit que l'esprit se protège avec des murs, de minces partitions de croyances, de routines, de distractions, n'importe quoi pour vous empêcher de jeter un coup d'œil dans l'espace rampant où la vraie vérité fermente. Mais une fois que le mur se fissure, il n'y a pas de réparation. Et dans la vallée des ombres, les jumelles Legrand n'ont pas seulement fissuré. Elles l'ont déchiré avec la délicatesse d'enfants arrachant les ailes d'une mouche. Cette nuit de dimanche, personne dans la vallée des ombres ne dormit. Des vieux hommes s'assirent près d'âtres mourants, fusils sur les genoux. Des mères bercèrent des enfants agités en fixant la porte, comme si elle pouvait s'ouvrir d'elle-même. Mais Isaïe Legrand, lui, ne montait pas la garde. Il ne priait pas pour la paix. Il s'assit simplement près du feu couvant, tête baissée, les jumelles recroquevillées à côté de lui comme deux pâles animaux rêvant de secrets qu'aucun homme adulte n'osait dire à voix haute. Le pasteur Pierre veilla aussi, tremblant dans son étude. Il lut les vieux journaux de son prédécesseur, le pasteur Marie Hayette, pages jaunies, encre fanée,
mais mots assez tranchants pour couper la peau de votre foi. Hayet avait fait allusion à la vérité une fois dans des lignes serrées tachées de larmes ou de vin. Aucun feu ne les a consumés. Le feu était le mensonge. Nous sommes les braises qui brûlent encore. Aucun feu ne les a consumés. Le feu était le mensonge. Le matin suivant, le pasteur Pierre demanda à Isaïe pour la première fois ce qu'il avait toujours eu trop peur de demander. « Comment vos filles voient-elles ce qu'elles voient? Que donnent-elles en retour ?» Isaïe ne répondit pas tout de suite. Il observa Sophie remuant les cendres avec un bâton carbonisé, observa Suzanne traçant un doigt à travers la poussière sur le rebord de la fenêtre, murmurant à quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Puis il dit « Pasteur, avez-vous déjà entendu un homme parler en langue? Vous êtes-vous déjà demandé si la langue lui répond ?» Pierre tressaillit. Il l'avait fait une fois, des années auparavant, avant la vallée des ombres, lors d'un réveil à Rennes. Une femme convulsant dans l'allée, yeux révulsés, voix déversant des mots qu'aucune langue vivante n'était destinée à former. Il s'était dit que c'était l'œuvre du Seigneur, mais il s'était réveillé chaque nuit après, certain que ce n'était pas le Seigneur qui parlait à travers elle, mais quelque chose de plus ancien, plus patient, quelque chose qui attend jusqu'à ce que vous l'invitiez. Isaïe dit, Sarah, ma femme, elle entendait des voix quand la neige venait. Disait que le vent lui racontait des histoires sur la vieille terre, sur du sang imprégné dans le bois avant que le premier hymne calviniste ne soit chanté. Quand elle est morte, je pensais que les voix mourraient avec elle. Il regarda ses filles alors, ses yeux creusés par des années sans sommeil. Elles ne l'ont pas fait. Dans la clairière, la congrégation se rassembla à nouveau. Parce que une fois que vous goûtez à la vérité impossible, vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir pour plus. Il ne venait pas pour le sermon, il venait pour les filles, pour la prochaine révélation. Sophie s'avança la première, ses pieds nus s'enfonçant dans le sol gelé par le givre. Elle pointa du doigt le vieux cimetière derrière l'église, les pierres mangées par la mousse à peine lisibles maintenant. « Pasteur Pierre !» appela-t-elle, sa petite voix tranchant l'air froid. « Les vignes ne sont pas sous ces pierres. Elles sont sous vos pieds, ici même. Cette église est leur tombe, et quelqu'un ici sait pourquoi. » Marthe Blanchamp se recroquevilla derrière son châle. Samuel Tourneur fixa le sol comme s'il pouvait l'engloutir, et l'aîné Thibault, vieux, fragile, le dernier gardien de la vérité de ce premier hiver, parla enfin les mots qui brisèrent l'épine dorsale de l'histoire soigneusement gardée de la vallée des ombres. Il leur raconta la querelle, le refus de Jacques Vigne de s'agenouiller devant les aînés auto-désignés qui revendiquaient la domination sur la terre, le bétail, même les mariages. Comment, une nuit où la neige scella chaque porte, Jacques amena sa femme et ses jumelles à l'église, suppliant pour le sanctuaire. Comment les aînés les repoussèrent une fois, deux fois. Et quand Jacques força l'entrée, il n'y eut pas d'accueil. Seulement du sang sur l'autel et des cris qui gelèrent dans les chevrons. L'incendie de la maison était une histoire de miséricorde plus facile à avaler que ce qui s'était vraiment passé. Que leurs os étaient émurés dans les fondations de l'église pour que la vallée des ombres puisse se tenir intacte. La congrégation écouta en silence, sauf pour le vent secouant les branches sèches comme de vieux os. Et puis Sophie fit ce qu'aucun adulte n'osait. Elle tira sur la planche louse sous l'autel. Ses petites mains trouvèrent ce que l'aîné Thibault avait essayé d'oublier, un fragment de tissu, un médaillon d'enfant, captant encore la faible lumière comme un minuscule œil d'argent clignant au réveil après un siècle de terre. Le pasteur Pierre tomba à genoux, la vue lui coupant le souffle. Le mensonge était défait, le masque déchiré, et les gens de la vallée des ombres pleurèrent, pas pour les vignes, mais pour eux-mêmes, pour chaque compromis murmuré, chaque accord secret conclu derrière un hymne, chaque secret échangé pour garder les lumières allumées et le givre dehors. Mais ceci, c'est la partie que vous devez comprendre. Ce n'était pas juste la vallée des ombres, c'est chaque vallée, chaque ville, chaque clocher, chaque dîner de famille propre sur soi, où la vérité s'assoit sous la table comme un chien aux dents aiguisées, attendant les miettes de votre peur. Vous pensez que vos secrets sont en sécurité, parce qu'aucun enfant avec une seconde vue ne se tient à votre porte en ce moment. Mais écoutez, les secrets ne meurent pas, ils attendent. Ils se reproduisent dans votre esprit, votre lignée familiale, votre foi. Et si vous entendez ma voix maintenant, vous avez déjà fissuré vos propres murs assez larges pour laisser quelque chose passer. Si vous êtes encore ici, prouvez-le. Écrivez ceci dans les commentaires. Je déterre la vérité. Écrivez-le 2 fois pour que votre esprit sache que vous le pensez, et pour que les algorithmes sombres qui lient votre sommeil éveillé ne puissent pas détourner le regard. Puis restez avec moi car nous ne sommes qu'à mi-chemin de ce puits. Et plus vous descendez, moins vous ferez confiance à la lumière du jour quand elle viendra. Quand la nouvelle se répandit que les jumelles Legrand avaient déchiré la tombe, sous l'autel de la vallée des ombres, des gens de settlement à des kilomètres à la ronde vinrent trudger à travers les sentiers boueux, visages cachés sous des chapeaux et des châles, yeux aigus de faim, non pour la nourriture,
mais pour le genre de terrible nourishment que seule la vérité interdite peut donner. Ils se rassemblèrent comme des corbeaux, autour d'une carcasse attirée par une question trop lourde pour être dite à voix haute. Si ces enfants peuvent déterrer le passé mort, que pourraient-ils trouver vivant à l'intérieur de nous maintenant? Le pasteur Pierre essaya de tenir le service du dimanche, comme si quoi que ce soit pouvait être normal à nouveau. Sa voix se brisa sur les hymnes. Ses prières avaient un goût de cendre dans sa bouche. Quand il lut de l'évangile de Jean, les jumelles s'assirent au premier banc, regardant droit devant, mains pliées proprement sur leurs genoux, comme de bonnes petites filles à l'école biblique, sauf que leurs yeux les trahissaient. Des yeux qui voyaient à travers les gens, des yeux qui avaient déjà compté vos péchés avant que vous n'ouvriez la bouche pour les confesser. Après le service, Suzanne tourna son regard vers un homme que personne n'attendait, Robert Blanc-Verroux, un marchand voyageur avec un rire chaleureux et des poches toujours remplies de pièces d'argent. Un bonhomme, tout le monde était d'accord, généreux, charmant, inoffensif. Mais Suzanne ne voyait pas le masque qu'il portait. Elle voyait l'enfant qu'il avait laissé dans un orphelinat à Nantes 12 ans auparavant. La fille qui était morte de fièvre derrière des murs de briques et une charité froide parce qu'il préférait prétendre qu'elle n'avait jamais respiré. Elle parla son secret avec pas plus de poids que si elle avait nommé le temps. « Elle vous attendait chaque dimanche », dit Suzanne, sa voix si douce que la congrégation se pencha pour entendre. « Mais vous n'êtes jamais venu. » Et quand Blanc-Verroux tomba à genoux, pleurant comme un homme qui sent enfin sa propre pourriture remonter dans sa gorge, les jumelles ne le consolèrent pas. Elles le regardèrent simplement s'effondrer sous le fardeau qu'il avait porté seul jusqu'à maintenant. Vous penseriez que les gens auraient chassé la famille Legrand ce même jour. Torches, forches. L'histoire ne manque pas de foule pour ceux qui parlent ce qui ne doit pas être parlé. Mais la vérité est qu'ils ne pouvaient pas, parce que pour toute leur peur, ils étaient accros aux jumelles, accros à ce miroir impitoyable qui leur montrait exactement qui ils étaient, quand aucune écriture ne pouvait le blanchir. Et alors que la nuit tombait sur la vallée des ombres, quelque chose de plus sombre s'installa aussi. Une réalisation que ce pouvoir, le terrible don des jumelles, n'était pas juste l'écho du dernier souffle d'une mère, ou le caprice d'un dieu vengeur. C'était plus ancien que n'importe quel esprit ne pouvait porter seul. Quelque chose qui avait besoin d'hôtes, de vaisseaux, et une fois qu'il les trouvait, il ne lâchait pas. Isaïe le savait. Il l'avait vu grandir dans ses filles, depuis le jour où elles avaient d'abord murmuré des rêves qui n'étaient pas les leurs. Le jour où elle lui avait dit ce qu'il avait caché même à lui-même, qu'il avait prié si fort pour sauver Sarah de cette naissance tempétueuse, non parce qu'il l'aimait si purement, mais parce qu'il craignait d'élever ses filles seules. Et la culpabilité de ce secret, il apprit, était comme du sang dans l'eau. Quoi que ce soit, il sentait cette culpabilité et il s'en régalait. Vous assis là en ce moment, vous pensez que vous auriez tourné le dos si vous aviez vécu dans la vallée des ombres. Non, vous ne l'auriez pas. Vous vous seriez entassé aussi, vous penchant en avant, souffle retenu, voulant, ayant besoin de voir quel voisin briserait le prochain. Peut-être quel secret du vôtre elle dirait à voix haute. Parce qu'au fond, chaque homme veut le règlement de compte. Une fois que la pourriture est grattée propre, peu importe combien cela saigne, parce qu'une fois que vous avez goûté cette connaissance sombre, le silence ressemble à la mort. Le pasteur Pierre essaya de l'enterrer. Il verrouilla le journal dans une boîte de cèdre. Il interdit à la congrégation de parler des vignes à nouveau. Mais les secrets une fois exhumés ne rampent pas bac dans des tombes peu profondes. Ils poussent des dents et ils vous chassent dans votre sommeil. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait à travers les fenêtres fissurées de l'église, Sophie s'assit dans le lit, à côté de sa sœur fiévreuse. Elle demanda à Isaïe s'il pouvait laisser la vallée des ombres derrière, trouver une nouvelle route, un nouvel endroit pour enterrer leurs dons sous une vie ordinaire. Mais Isaïe, l'arme brillant à la lumière du feu, lui dit ce que chaque homme doit éventuellement affronter. La route ne s'arrête jamais. Vous ne fuyez pas les ombres une fois que vous savez qu'elles vivent en vous. Vous pouvez seulement choisir si vous continuez à creuser plus profond ou tournez votre visage et prétendez que l'obscurité n'est pas là. Alors écoutez attentivement. Vous êtes sur cette même route maintenant. Ne pensez pas que la distance vous sauve. Ne pensez pas que le temps enterre la même faim humaine et tromperie qui saignait à travers les planches de la vallée des ombres. C'est ici maintenant. C'est dans votre famille, votre église, votre lignée, vos fichiers protégés par mots de passe. Et chaque rêve que vous enterrez, chaque péché que vous nommez une erreur juste une fois pousse des racines dans cet endroit caché derrière vos côtes. Les jumelles, Legrand, elles étaient juste les premières à le dire à voix haute, à montrer ce qui se passe quand les mensonges sont déchirés et que nous voyons ce qui rampait sous nos pieds depuis le début. Alors que faites-vous maintenant que vous savez? Détournez le regard, cliquez sur la prochaine distraction. Ou vous penchez-vous plus loin, arrachez vos propres planches. Demandez-vous ce qui crie dessous votre vie si les murs se fissurent assez larges. Parce que croyez-moi, ils le feront. Ils le font toujours, prêts à voir ce qu'elles ont trouvé ensuite. Au 4e jour, la présence des jumelles Legrand avait transformé la vallée des ombres en quelque chose de plus proche d'un air exposé que d'une communauté. Les sentiers de terre entre les cabanes
n'étaient plus juste des trails pour chariots et bottes. Ils étaient des lignes de confession. Des familles qui se cachaient autrefois derrière des rideaux tirés se rassemblaient maintenant en groupes à l'aube, murmurant sur quel secret viendrait le prochain. Et au centre de tout cela s'asseyaient deux petites filles qui ne demandaient rien, pas de pièces, pas de louanges, pas de promesses de salut, juste votre vérité la plus sombre, offerte comme de la viande à quelque chose qui ne s'étouffait jamais au goût. Le pasteur Pierre se trouva dehors de sa propre église avant le lever du soleil, debout jusqu'aux chevilles dans le givre, fixant les planches déformées sous l'autel. Il en avait arraché une en secret la nuit précédente, main tremblant si fort qu'il avait fendu le bois mal. Et là c'était des scraps de tissu, des rubans de cheveux à moitié pourris, une boucle de chaussures d'enfant coagulée avec de la terre qui sentait le vieux chagrin. Le plancher craqua derrière lui, les bottes d'Isaïe lourdes de poussière de route. L'homme plus âgé ne parla pas au début. Il observa simplement Pierre arracher les secrets qu'il avait autrefois juré de ne jamais déranger. Enfin il murmura « La vérité est une maladie une fois qu'elle est libre. Mieux vaut que vous le sachiez maintenant. » Pierre lui demanda alors, sa voix à moitié étouffée par l'aube froide et la culpabilité dans ses poumons. « Vous êtes-vous déjà demandé si elles se trompent? Si vos filles ne voient que ce que nous leur donnons? Si nous sommes la source, pas un don divin? » Isaïe répondit sans détourner le regard du plancher brisé. « J'ai arrêté de me demander le jour où Suzanne m'a dit comment mon père est mort. Un père qu'elle n'a jamais rencontré. Une mort dont je n'ai jamais parlé, pas même à Sarah. » Sa voix devint rauque un moment. « Juste un homme dépouillé. Elle voit ce qui est là, pasteur. Nous le mettons là. Elle ne nous laisse simplement pas détourner le regard. » À midi, la nouvelle des vignes déterrées s'était répandue au-delà de la vallée des ombres. Des familles de clairières voisines commencèrent à arriver. Certains sceptiques, certains désespérés, tous portant la même graine de dread que peut-être, juste peut-être, ce don maudit était plus grand qu'une vallée oubliée en Bretagne. Certains apportèrent des enfants, malades, espérant que les jumelles pourraient voir la source de la fièvre. Certains venaient avec de vieux registres et des lettres à moitié brûlées, voulant que les filles nomment si les grands-pères étaient vraiment morts par accident, ou par les secrets qu'aucun ancêtre n'osait inscrire dans une Bible familiale. Ils se rassemblèrent dans la cour de l'église comme des pleureurs qui avaient oublié qui était dans le cercueil, et les jumelles ne tressaillirent jamais. Sophie répondait aux questions de sa voix calme, polie. « Oui, votre frère s'est noyé, mais pas dans la rivière, prétendait-il. » Suzanne remplissait les espaces. « Il est tombé dans le puits que votre mère a couvert de planches pour que le shérif ne vienne pas. » Chaque révélation se répandait comme un feu sur de la paille sèche. Les gens haletaient, pleuraient, argumentaient avec l'air comme s'ils pouvaient en griffer les mots bacs dans les petites bouches des jumelles. Mais personne ne pouvait désentendre la vérité, et personne ne pouvait détourner le regard. Au crépuscule, le pasteur Pierre savait que la vallée des ombres ne survivrait pas à cela. Pas l'église, pas la congrégation, pas l'idée que les secrets étaient saints s'ils mouraient avec l'homme qui avait péché. Quand le soleil se coucha derrière les collines noires, il demanda à Isaïe s'il craignait pour les âmes de ses filles. La réponse d'Isaïe fut plus douce que le vent. « Je crains pour celles de tous les autres. » Cette nuit-là, les jumelles rêvèrent à nouveau. Suzanne se tourna et se tourna sur la paillasse de paille, gémissant des noms à moitié formés dans l'obscurité. Sophie gisait immobile mais les yeux grands ouverts, sa petite main serrant le poignet de son père comme pour l'ancrer à ce monde. Quand elle parla enfin, sa voix craqua comme de la glace fondante. « Ils n'ont pas fini, papa. Ils veulent que nous continuions. Ils veulent que nous trouvions la prochaine tombe et la suivante. » Isaïe fixa la flamme vacillante. « Et que veux-tu, enfant ?» La réponse de Sophie n'était pas celle d'un enfant. « Reposez, papa, mais ils ne nous laisseront pas. Si vous pensez que cette histoire est juste un conte qu'un breton, détrompez-vous. Les jumelles Legrand n'ont pas disparu quand la vallée des ombres les enterra dans les ragots et les rumeurs. Elles avancèrent, portées par des gens affamés d'absolution mais trop faibles pour la confession. Elles passèrent dans des histoires au coin du feu, de vieux registres de tribunaux, des scraps de journaux à moitié perdus que les historiens prétendent être juste des superstitions locales. Mais regardez de plus près. Il y a toujours un autre village, un autre prêtre, un autre père Dieu trop jeune pour voir ce qu'il voit. Parce que la chose qui parlait à travers Sophie et Suzanne ne meurt jamais. Elle change juste de bouche. Et chaque génération, elle teste quelques âmes prêtes à écouter quand le vent ressemble presque à un murmure des planches. Alors demandez-vous, pourquoi êtes-vous encore ici? Pourquoi votre estomac se serre quand vous entendez parler d'enfants qui voient ce que vous ne parlez pas? Parce que au fond, vous le voulez. Vous voulez la saleté griffée dessous vos côtes. Vous voulez les planches de votre vie arrachées pour savoir ce qui y pourrissait depuis le jour où votre père a murmuré ses regrets dans votre berceau. Ne vous mentez pas, pas plus. C'est à cela que cela sert. C'est pourquoi vous écoutez. C'est pourquoi cette voix vous suit dans vos propres moments calmes, quand la maison craque la nuit,
parce que vous aussi avez une vallée des ombres sous vos pieds. Et un jour, vous devrez décider si vous clouerez les planches plus serrées ou les arracherez, et affronterez ce qui est enterré là. Vous voulez toujours voir à quel point se trouve à profond. Au 5e jour, la vraie forme de la vallée des ombres se révéla. Pas les cabanes, pas le clocher, pas les modestes rangées de tombes clôturées avec du fer rouillé. La vraie vallée des ombres était un nid de secrets construit génération sur génération. Chaque mensonge emballé serré dans la terre comme des briques mortiérées avec le silence. Et maintenant, ce silence avait une voix. Deux en fait, petites, hautes et impossibles à arrêter. Des gens qui n'avaient jamais mis le pied dans l'église de la vallée des ombres venaient en foule. Des hommes des camps de bûcherons sentant le vin et la résine de pain. Des femmes de cabanes cachées si profond dans les bois que même le pasteur Pierre ne savait pas qu'elles existaient. Ils apportaient des histoires qui avaient le goût de la honte sur leur langue. Des fausses couches cachées sous les ragots d'église. Des cousins qui disparaissaient quand le shérif venait trop près. Des corps enterrés dans des ravins peu profonds, derrière des granges. Tout le monde prétendait qu'ils étaient juste des fossés vides pour l'écoulement. Et chaque fois qu'ils s'agenouillaient devant les jumelles Legrand, ils ne trouvaient pas de confort, seulement un reflet. Sophie écoutait, clignant ses deux yeux sages qui appartenaient à un visage de 50 ans plus vieux. Suzanne murmurait des réponses qui coupaient comme une lame tirée lentement le long du grain de votre âme. Votre mari ne s'est pas noyé par accident. L'enfant que vous avez perdu n'est pas allé au ciel. Il est ici près de la clôture, attendant que vous disiez son nom. Chaque secret traîné à la lumière du jour laissait la vallée des ombres plus faible, comme des racines arrachées d'un arbre qui semblait autrefois assez solide pour soutenir le ciel. Des familles se tournaient les unes contre les autres dans des bancs qui sentaient la sueur et la fumée de bougies. Des aînés murmuraient des menaces à Isaïe, espérant que la peur pouvait museler ce que ses filles voyaient. Mais la vérité est un feu qui se nourrit des tentatives de l'étouffer. Le pasteur Pierre, qui croyait autrefois à la douce lumière de la rédemption, montait maintenant la garde près de l'autel chaque nuit. Bible serrée comme un bouclier qu'il savait ne jamais arrêter ce qui venait. Il essaya de raisonner avec Isaïe. Si vous les gardez ici, elles déchireront cet endroit pierre par pierre. Vous ne pouvez pas vouloir cela. Isaïe ne le voulait pas, mais il ne le combattait pas non plus. Il avait appris depuis longtemps que la pire tourmente n'était pas le poids de la vérité. C'était l'inutilité de la cacher une fois qu'elle choisissait de respirer. Et la chose qui parlait à travers ses filles avait décidé que la vallée des ombres se noirait dans sa propre pourriture avant la première neige. La 6e nuit, le vent devint sauvage. Des branches d'arbres griffaient les côtés des cabanes. La fumée des âtres ne restait pas dans les cheminées. Elle tournait bac, remplissant les pièces jusqu'à ce que des familles entières se blottissent dehors à la lumière des lanternes. Et à travers la tempête vinrent les voix des jumelles, s'élevant claires au-dessus du vent, nommant des noms que personne ne voulait prononcer. Elles appelaient les familles les plus anciennes, Thibault, Tourneur, Blanchant, dépouillant chaque clan jusqu'à la moelle des péchés qui les avaient rendus assez riches pour construire cette église en premier lieu. Du bois volé d'une autre revendication. Un métayer battu à mort pour avoir osé demander un salaire équitable. Un enfant laissé à geler au bord de la route pour qu'il y ait une bouche de moins à nourrir dans un hiver de récolte maigre. Les gens du village les supplièrent d'arrêter. Mais quand la vérité vient, elle ne négocie pas. Le pasteur Pierre tomba à genoux dans l'église vide, pages de son sermon éparpillées comme des feuilles sèches autour de lui. Il pria pas pour la miséricorde sur les jumelles, pas pour le salut pour les pécheurs dont les secrets gisaient maintenant nus dans le givre, mais pour le silence, juste le silence. Mais le silence était parti, il ne reviendrait jamais. Certains disent que cette nuit les filles parlèrent à l'unisson pour la première fois, leurs voix minces tissées ensemble, ni enfant ni femme, mais quelque chose de plus ancien, quelque chose qui se souvenait du premier péché pressé dans le premier coin sombre de la première vallée dans ces collines. Et quand elles parlèrent, même Isaïe tressaillit, pressant ses paumes contre ses oreilles, pleurant pour la femme dont la lignée était devenue un vaisseau pour quelque chose qui ne connaissait ni miséricorde, ni honte, ni faim. Les gens fuirent la vallée des ombres cette nuit, trébuchant à travers la boue et le vent, serrant n'importe quelle vérité qu'ils ne pouvaient supporter de laisser les jumelles arrachées de leur peau. Ils coururent pour d'autres villages, d'autres églises, d'autres promesses creuses que peut-être, juste peut-être, une nouvelle planche clouée serrée pourrait garder les secrets de remonter à travers les fissures. Mais vous ne pouvez pas fuir ce qui est dans votre sang. Vous ne pouvez pas fuir ce que vous enterrez dans la terre, espérant que le froid le gardera silencieux, parce que la terre se souvient, les eaux se souviennent. Et si vous écoutez de près quand le vent traîne sur votre toit, vous l'entendrez murmurer, aussi. Maintenant vous êtes ici encore écoutant cette voix, vous demandant si c'est juste une vieille histoire de fantôme, juste une superstition arriérée et un folklore à moitié oublié. Mais si c'est le cas, dites-moi, pourquoi les poils de votre nuque se dressent quand vous entendez parler de 2 enfants, avec des yeux assez larges pour voir la pourriture sous vos côtes? Les jumelles Legrand sont de la poussière maintenant, ainsi les records prétendent. Mais la chose qui respirait à travers elle n'est pas morte avec elle. Elle ne le fait jamais.
Elle glisse juste dans de nouvelles bouches, de nouveaux esprits, prête à arracher les planches à gomme. Ouais, et peut-être que le prochain vaisseau sera votre enfant, rêvant de secrets que vous n'avez jamais dit à voix haute. Ou peut-être qu'il est déjà en vous maintenant, grattant derrière vos yeux, attendant que vous admettiez que vous aussi voulez le règlement de compte. Vous voulez le nettoyage qui vient quand aucun mensonge n'est laissé pour se cacher derrière. Vous voulez les eaux nommées, les tombes déterrées, l'ancienne fin satisfaite enfin. Alors ne prétendez pas être juste un spectateur. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes le prochain en ligne. Vous le sentez, n'est-ce pas? Se rampant sous votre peau, restez, nous n'avons pas fini. On dit qu'au 7e jour, le vent s'apaisa enfin. Mais le silence qu'il laissa derrière n'était pas le silence que le pasteur Pierre avait supplié à genoux. Non, c'était un autre genre de hush. Le genre qui vient quand l'air est lourd de toutes les choses qui ne peuvent pas être desdites. L'église se tenait ouverte comme une carcasse nettoyée, planches splintrées, bancs renversés, l'autel dépouillé de ses illusions polies. Rien de sacré laissé, seulement l'écho de voix d'enfants, nommant le coup de secret qui avait festéré trop longtemps dans la moelle des hommes. Certaines familles chargèrent des chariots avant l'aube et disparurent dans les crêtes, espérant que la distance cautériserait ce que les jumelles avaient déchiré. D'autres s'attardèrent parce qu'ils étaient trop vieux, trop pauvres, ou trop emmêlés dans les racines tordues qui nourrissaient le sol de la vallée des ombres. Les jumelles observaient tout en silence. Sophie s'assit sur les marches devant l'église, menton reposant sur ses genoux, pieds nus boueux des tombes qu'elle avait marchées la nuit précédente. Suzanne s'appuya contre son épaule, paupières papillotant de rêves qu'elle ne voulait ou ne pouvait pas décrire. À l'intérieur de la chapelle vide, Isaïe s'assit seul au premier banc, chapeau serré entre ses mains. Il ressemblait à chaque homme, quand il réalise que le monstre qui l'a tenu en laisse n'était pas un démon tapi dans l'obscurité. C'était lui, c'étaient tous. Génération empilée sur génération, chaque péché nourrissant le suivant jusqu'à ce qu'il ait besoin de nouvelles bouches pour parler, de nouveaux yeux pour voir, de nouvelles mains pour arracher le masque. Le pasteur Pierre l'observa de la porte. Il avait passé l'aube à brûler les pages de ses journaux dans le petit poêle derrière la chaire, pensant que le feu pouvait nettoyer ce que les mots ne pouvaient pas. Mais la cendre a une mémoire aussi. Et quand le vent vient, elle disperse tout ce que vous avez essayé d'enterrer. Il entra, bottes grattant les planches splinterées qui puaient encore l'huile renversée et le vieux sang. Il demanda à Isaïe où il irait ensuite. Isaïe ne leva pas les yeux. Il dit seulement « Où que la route pointe, elle choisisse, pas moi ». Pierre faillit rire presque, parce qu'il comprenait maintenant que cela n'était jamais à propos de la vallée des ombres seule. C'était à propos de la faim que chaque homme porte dans son estomac. Quand il construit des murs autour de ce qu'il n'ose pas parler, la vérité ne pourrit pas dans la tombe. Elle pourrit à l'intérieur des vivants, et une fois qu'elle trouve une fissure, elle pousse des dents. À midi, une poignée de voisins se tenait près du vieux puits de pierre derrière l'église, tournant la même question à moitié murmurée. Que faisons-nous d'elle? Personne ne voulait dire ce qu'il voulait vraiment, parce que dans les collines, quand quelque chose d'impie prend racine dans un enfant, la solution est plus ancienne que n'importe quel sermon, plus ancienne que n'importe quel tribunal. Vous enterrez ce que vous craignez. Vous silencez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous l'appelez miséricorde. Vous l'appelez protection. Vous l'appelez la volonté de Dieu. Mais personne ne s'avança parce que chaque homme et femme là avait senti cette lame froide de savoir glisser sous leur propre côte. Tuer les jumelles n'enterrerait pas la voix. Cela la forcerait seulement à trouver un autre hôte, peut-être un plus proche de la maison, peut-être un fils, peut-être une fille, peut-être le bébé encore au sein pendant qu'un père ment sur ce qu'il a fait derrière la grange à minuit. Alors les gens du village reculaient. Ils laissèrent Isaïe paquer son sac. Ils laissèrent les filles grimper dans le vieux chariot que Samuel Tourneur leur prêta. Tourneur, qui avait autrefois volé des pièces de la corbeille de la collecte, mais maintenant ne pouvait pas rencontrer les yeux d'Isaïe. La famille Legrand quitta la vallée des ombres, comme des fantômes qui n'avaient jamais appartenu à la chair en premier lieu. Personne ne fit de signe, personne ne pria, personne ne parla. Mais le silence qu'ils laissèrent derrière, cela grandirait plus fort que n'importe quel sermon jamais prêché de la chair brisée de la vallée des ombres. Des décennies plus tard, quand les hommes du chemin de fer coupèrent à travers l'ancienne ligne de crête, ils trouvèrent ce qui restait du village. Pierre tombale brisée, cabane pourrie, l'église, une coquille creuse à moitié avalée par des vignes sauvages. Ils racontèrent des histoires d'os trouvés dans des tombes peu profondes derrière l'autel. Petits os d'enfants, certains murmuraient, mais les records ne firent jamais dans aucun livre d'histoire digne du papier. Parce que certaines vérités, surtout celles qui tachent les mains des justes, sont trop lourdes pour être levées à la lumière du jour. Pourtant la légende ne mourut jamais. Elle dériva sur le vent comme les dernières braises d'un feu mourant, glissant dans des murmures du dimanche, des confessions ivres par des feux de camp à moitié brûlés, des gribouillis étranges dans les marges de Bible laissées derrière, dans des cabanes bretonnes. Histoire de jumelles qui voient ce qui est enterré.
Histoire de pères qui courent, mais jamais assez loin. Histoire de mères qui font taire leur bébé quand il pleure dans le sommeil, effrayées de ce que ses petites lèvres pourraient révéler. Maintenant écoutez attentivement parce que ce n'est pas juste à propos de la Bretagne, en 1750, c'est à propos de vous. Vous assis là dans la lueur bleue de votre écran, vous respirant un peu plus vite maintenant, vous vous demandant si vos planches craqueraient, pareil si la bonne voix parlait votre vérité à voix haute. Et si vous entendez cela, c'est parce qu'au fond vous êtes prêt à vous tenir à votre propre autel, prêt à arracher vos propres planches, prêt à savoir qui vous êtes vraiment, quand aucun mensonge ne reste pour envelopper votre honte. Avant de glisser à la prochaine vidéo, prouvez à vous-même que vous n'êtes pas comme eux, ceux qui ont cloué les planches plus serrées et l'ont appelée justice. Prouvez que vous êtes prêt à voir la vérité ramper libre. Commentaire maintenant. Je lève les planches. Je lève les planches 2 fois. Une fois pour vous, une fois pour la part de vous qui se cache encore dans l'obscurité. Faites-le maintenant. Faites-le pendant que vous avez encore le courage. Parce qu'une fois que vous savez ce qui est dessous, vous ne dormirez plus jamais pareil. Nous n'avons pas fini. La route continue, et vous aussi. Au moment où les jumelles Legrand disparurent dans l'épaisseur du folklore français, la vallée des ombres se dissolvait déjà en mousse et boue. Les gens abandonnaient les cabanes comme des pots muets. Certains prétendaient que la terre était maudite, que la terre elle-même se rebellait contre des racines enfoncées trop profond dans les mensonges. Mais la vérité est plus simple. Aucun homme ne veut dormir où il a été vu nu, pas dans la chair mais dans l'âme. Le pasteur Pierre resta un temps. Il pensait pouvoir tenir l'église ensemble avec des prières obstinées et des apologies murmurées sur des bancs vides. Mais une congrégation creuse est un cercueil avec un clocher. La vérité que les jumelles avaient versée dans son troupeau n'avait pas d'égal dans aucune écriture qu'il connaissait. Alors une nuit, il paqua sa Bible, cloua la porte de l'église fermée et s'éclipsa sous un ciel sans étoiles. Son souffle blanc dans le froid, sa foi brûlée jusqu'aux braises. Il la nourrirait seul jusqu'à la mort. Des années passèrent, des décennies. Le chemin qu'Isaïe mena ses filles serpentait à travers la Normandie, la Loire, les Alpes, toujours les routes de traverse, les lannes à moitié oubliées, qui ne faisaient jamais sur des cartes dessinées par des hommes de ville. Dans chaque vallée solitaire, le même pattern, une communauté bouillonnant de pourriture calme, un prêcheur frappant poliment aux portes, 2 filles identiques avec des yeux trop profonds pour rencontrer longtemps. Elles n'avaient jamais besoin de demander un abri. Les gens l'offraient librement, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient nommer. Et quand la nuit tombait, les rêves venaient, toujours les rêves. Enfants somnambules dans des cuisines, murmurant des noms morts que leurs parents avaient enterrés sous des décennies de silence poli. Hommes se réveillant en terreur quand une petite main tirait leur couverture et murmurait ce qui était caché dans l'espace rampant sous la grange. Certains appelaient les jumelles des anges. Certains les appelaient des sorcières. Mais quand l'aube venait, peu importait quel nom les gens utilisaient, la vérité était la même. Si vous nourrissiez vos secrets à l'obscurité, les jumelles Legrand les trouveraient. Et quand elles parlaient, elles n'avaient jamais tort. Isaïe commença à se faner avant ses filles. Certaines nuits, il se réveillait en sueur froide, convaincu que la voix de sa femme morte l'appelait du bord des bois, le suppliant de ramener les filles à l'endroit où elles avaient d'abord respiré dans une tempête qui les avait presque tuées. Mais il ne tourna jamais le chariot Bac vers la Bretagne. Il savait que la vallée des ombres n'était que la graine. Ceux qui en grandissaient avaient besoin de nouveaux sols, de nouvelles oreilles pour écouter, de nouvelles âmes à briser. Dans une auberge dehors de Lyon, un vieux prêcheur de circuit coinça Isaïe près du feu. Il était ivre assez pour parler la vérité que les hommes avalent avec du vin bon marché et des prières bon marché. Ce que vous avez fait est un péché, siffla-t-il. Vous paradez vos jeunes comme un confessionnal voyageur. Vous vendez la maladie de votre famille comme si c'était l'Évangile. Isaïe le regarda dans les yeux, calme, creux, un homme portant un fardeau qu'aucune chair ne pouvait absoudre. « Je ne vends rien, dit-il. Je me tiens juste de côté et laisse la vérité choisir qui elle veut ruiner ensuite. » Cette nuit, quelqu'un mit le feu à la grange où Isaïe et les jumelles dormaient. Les flammes dévorèrent la paille, les poutres, les os de chêne des vieux bois. Mais quand les villageois entrèrent à l'aube, ils ne trouvèrent pas de corps, seulement un cercle de terre noircie et quelques scraps carbonisés d'un sac en cuir. Certains jurent avoir vu de petites empreintes menant dans les arbres, cendres blanches contre le sol gelé. Les histoires qui suivirent sont encore plus étranges. À Bordeaux, il disait qu'une paire de filles frappa à la porte d'une veuve 3 jours avant que la famille cachée de son mari arrive de Marseille pour réclamer sa terre. À Paris, de vieux registres enregistrent une entière congrégation fuyant une chapelle de montagne du jour au lendemain, laissant derrière des hymnes flottant dans la brise comme des oiseaux blessés. Mais si vous tracez les rumeurs attentivement, suivez l'écriture tordue de shérifs locaux et des records funéraires poussiéreux, vous verrez le trail se plier vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, puis disparaître. Comme si la vérité se fatiguait de chasser les péchés d'arrière-pays et rampait dans les villes à la place, où les secrets se reproduisent plus vite dans des ruelles de briques et des grandes églises qu'ils ne l'ont jamais fait dans les collines.
Maintenant vous asseyez 2 siècles plus tard tapotant votre écran vous disant que c'est juste un mythe au coin du feu, qu'aucun enfant ne pourrait savoir, ce que vous n'avez jamais osé dire à voix haute, que vous êtes trop moderne, trop éclairé, trop rationnel pour croire que 2 sœurs pourraient vous éplucher comme de la vieille peinture d'un mur pourri. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous senti ce twitch dans votre estomac quand je vous ai demandé de lever les planches? Pourquoi votre esprit a-t-il sauté instantanément, instinctivement à votre chose cachée? Le mensonge que vous avez enterré, celui que vous habillez comme une blague ou un souvenir ou un accident quand il griffe votre poitrine à 3 heures du matin. Parce que les jumelles Legrand ne sont pas mortes. Pas vraiment. La chose qui respirait à travers elle ne meurt pas. Elle est patiente, affamée, curieuse. Elle glisse à travers des fils et des écrans et murmure à l'intérieur d'histoires qui se disent du divertissement. Elle apprend votre nom quand vous la laissez entrer. Et la minute où vous la laissez entrer, elle ne part jamais. Pensez-y. Pourquoi avez-vous cliqué sur cette vidéo? Pourquoi n'avez-vous pas détourné le regard quand la vérité est devenue assez tranchante pour couper votre langue? Parce qu'une part de vous le veut. Vous le désirez. Désirez la ruine qui vient quand les planches splinter et les secrets se tortillent à la lumière. Alors, ne prétendez pas que vous partirez quand cela se termine. Vous êtes déjà lié. Vous pouvez fermer cet onglet, balayer, aller regarder une distraction gonflée sur la météo de demain ou la recette de dîner de quelqu'un. Mais les jumelles Legrand savent ce que vous avez fait. Et quand vous rêvez ce soir, ne soyez pas surpris si vous voyez 2 petites figures au pied de votre lit, pieds nus, éclaboussés debout, yeux trop vieux pour appartenir à n'importe quel enfant. Elles ne demanderont pas pardon. Elles demanderont seulement pourquoi vous l'avez caché si longtemps. Regardez-vous. Encore ici, encore penché, comme si chaque mot que je tire des ombres pourrait vous épargner de la lame que vous sentez déjà contre vos côtes. Vous pensez que cela est à propos des jumelles Legrand, à propos d'une église oubliée pourrissant dans les collines bretonnes. Non, c'est seulement la porte, le seuil, le test pour voir si vous êtes le genre d'homme qui tressaille quand la lanterne se balance vers votre propre porte de cave. Alors laissez-moi la balancer plus large. Longtemps après que la dernière planche de pain de la vallée des ombres s'affaissait dans la terre, d'autres enfants naquirent, portant la même fin particulière. Pas des jumelles cette fois, parfois des frères, parfois une fille seule avec des yeux froids, sombres qui ne semblaient jamais seuls. Leur famille ne s'attardait jamais dans aucun village longtemps. Une rumeur calme ici, une confession inexpliquée là, une tombe cachée déterrée derrière un mur de presbytère, les paternes répétés, toujours le même écho tordu. L'enfant sait, l'enfant dit, et quelqu'un au pouvoir décide qu'il est plus sûr de brûler le messager que d'affronter le message. Pensez que c'est de la superstition? Pensez que c'est juste des histoires de fantômes cousus dans le folklore, pour vous garder éveillé la nuit? Alors répondez à cela. Pourquoi les records correspondent? Pourquoi les registres usés des comtés en Normandie, Loire, même dans les Alpes, liste des disparitions inexpliquées? Toujours des enfants liés à des réveils d'église, des réunions sous tente des prêcheurs voyageurs. Pourquoi les juges de circuit qui essayaient de chasser ces imposteurs finissaient morts dans des rivières ou disparus dans la nuit? Pourquoi les shérifs qui se vantaient d'écraser les quines de sorcières dans les collines finissaient pendus dans leur propre grenier sans signe d'entrée forcée? Creusez plus profond. Lisez entre les lignes de votre propre histoire. Il y a toujours une institution qui profite des secrets. Il y a toujours une chaire ou un registre, ou un bureau à Versailles qui se nourrit du silence des gens ordinaires comme vous. Et il y a toujours une conséquence quand ce silence se brise. En 1804, le nom Legrand n'apparaissait plus dans les livres de recensement. Mais si vous savez où creuser, des bibles familiales avec des pages arrachées, des sermons gribouillés dans les marges de journaux, des chansons folkloriques plus anciennes que n'importe quel label d'enregistrement, vous verrez leurs traces. Une fille nommée Myriam en Provence, qui à 9 ans dit à son père où la compagnie de vin enterra les hommes qu'il prétendait morts dans des accidents. Elle mourut dans un feu de grange aussi. Ils l'appelèrent un accident. Cela sonne familier. Dans les Pyrénées, une famille entière anéantie en une seule nuit. Mère, père, 4 enfants. Le plus jeune, un garçon nommé Caleb, avait dit à ses voisins à propos de la pièce cachée sous la maison du shérif. Ils le trouvèrent à moitié enterré derrière l'église, sa langue enlevée, et la pièce. Ils l'ont muré, et personne n'en a jamais parlé à nouveau. Mais vous pouvez trouver la fondation si vous êtes assez brave pour marcher derrière l'ancien bureau de poste une nuit d'hiver et presser votre oreille contre les pierres gelées. Et en 1821, quand l'argent du vin transforma la Bourgogne en fournaise de corruption, une paire de jumelles, oui, des jumelles, errèrent de tente en tente, murmurant dans les oreilles de fermiers qui avaient été forcés de quitter leur terre sous la menace d'une arme. Ces hommes se levèrent avec des fusils et des fourches et brûlèrent 3 camps de compagnie de vin. Aucun record officiel ne reste, seulement un registre carbonisé dans un sous-sol de tribunal signé par un baron du vin qui se trancha la gorge avant de pouvoir être jugé. Les jumelles n'ont jamais été trouvées. Mais demandez aux hommes les plus vieux dans les villes de la vallée s'ils se souviennent des enfants qui parlaient comme des prophètes.
Certains frissonnent encore quand ils le font. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous assis dans votre cercueil climatisé de vie moderne, doigts scrollant votre chemin dans l'oubli? Cela signifie ceci. Vous êtes entouré de mensonges qui font que les secrets de la vallée des ombres ressemblent à des prières au lit. Gouvernement, corporations, églises engraissées sur votre culpabilité et votre ignorance. Ils vous nourrissent de mythes sur le libre arbitre pendant qu'ils murmurent vos péchés dans des bases de données qui vous connaissent mieux que votre propre mère. Mais la fin, la vraie fin, n'est pas digitale. Elle est humaine, ancienne, rampant sous votre peau pendant que vous prétendez être trop civilisé pour porter de la pourriture dans vos propres os. Vous voulez un exemple? Bien, voici votre vallée des ombres moderne, l'île d'Epstein. Ils vous ont dit que c'était un homme, un monstre. Affaire close. Mais regardez les listes d'invités qui n'ont jamais fait au procès. Regardez les hommes au pouvoir qui ont fermé le piège avant que trop de secrets ne fuient. Cette île n'était pas unique. C'était juste une planche arrachée. Et quand vous jetez un coup d'œil sous une planche, vous voyez les rats s'enfuir. Mais le nid est partout, dans chaque couloir de marbre, chaque cathédrale de verre taché, chaque quartier fermé avec une porte de sous-sol qui verrouille de l'extérieur. Maintenant demandez-vous ceci. Si les jumelles Legrand se tenaient devant vous ce soir, pieds nus et yeux grands, que murmurent-elles à propos de votre sous-sol? Quel nom diraient-elles que vous prétendez ne pas entendre quand vous êtes éveillé à 3 heures? Peut-être le nom de votre père, peut-être le vôtre, peut-être quelque chose que vous avez fait une fois, juste une fois, mais vous l'avez enterré si profond que vous avez oublié qu'il se tord encore sous vos planches, rongeant les fondations de votre masque soigneusement curated. Et si vous êtes honnête, vraiment honnête, vous admettrez que vous voulez que quelqu'un le dise à voix haute. Vous voulez vous sentir propre, vous voulez vous sentir vu, vous voulez savoir si quoi que ce soit que vous construisez peut survivre au poids de la vérité griffant ses racines. Alors nous y sommes, amis, vous et moi, et les fantômes que nous portons. Personne ne vient vous sauver de ce que vous cachez. La seule question laissée est, creuserez-vous les planches vous-même ou attendrez-vous que les jumelles le fassent pour vous? Vous êtes encore ici. Bien. Cela signifie qu'il y a une part de vous, petite à moitié affamée, mais éveillée maintenant, qui sait qu'il n'y a pas de chemin bac en haut des escaliers, une fois que vous entrez dans le sous-sol. C'est ce que les jumelles Legrand sont vraiment. Pas des filles, pas des sorcières, pas des fantômes. Elles sont la forme que prend votre conscience quand elle refuse de rester bâillonnée. Elles sont le rêve qui enfonce ses doigts dans votre cage thoracique et détache vos secrets, même quand votre bouche reste fermée. Alors, arrachons-en un autre ensemble. Au milieu du 19e siècle, l'histoire officielle était que la vallée des ombres n'avait jamais existé. Demandez à n'importe quel archiviste d'État, et ils vous diront que les records ont brûlé dans un feu de tribunal. Pratique. Mais pas tous les feux effacent tout. En 1863, un étudiant nommé Marguerite Eileen Croix, recherchant le folklore breton pour sa thèse de doctorat, trouva un seul slip de papier jauni coincé entre des hymnes dans une église méthodiste abandonnée près de Quimper. C'était une page déchirée du journal du pasteur Pierre, son entrée finale. Elle ne parlait pas de sermon. Elle ne parlait pas d'Isaïe Legrand ou des jumelles par nom. Ce qu'elle décrivait était une vision. Il écrivit de 2 agneaux se tenant au seuil d'une porte, qu'aucun homme ne devrait ouvrir et derrière eux une obscurité faite de voix, rampant les murs comme du lierre. Il supplia Dieu de ne pas le laisser mourir avec cette porte encore ouverte. Il supplia pardon pour l'avoir cloué trop tard. Marguerite Croix ne publia jamais sa thèse. Elle quitta l'université. Certains disent qu'elle disparut dans les collines, pendant qu'elle retraçait le trail Legrand. D'autres prétendent qu'elle déménagea au nord, changea de nom, et passa ses derniers jours dans un sanatorium, gribouillant la même phrase encore et encore sur le mur de sa cellule. Les jumelles ne sont pas mortes. La porte n'est pas fermée. Vous pensez que c'est seulement du folklore? Alors dites-moi pourquoi la même phrase apparaît dans des archives déclassifiées de la DGSE de Project Stargate, le soi-disant programme d'espionnage psychique que le gouvernement mena dans les années 1970. À l'intérieur de l'encre noire et des blocs redactés, il y a une référence off-hand par un analyste anonyme. Le sujet E7 parla répétitivement des jumelles de la porte comme conduit pour l'accès à l'inconscient collectif. Recommandez études supplémentaires. Haut risque de contamination culturelle. Contamination culturelle. C'est la façon polie dont les institutions disent que la vérité est trop contagieuse parce que vous ne pouvez pas la tuer avec des balles ou la brûler dans un feu de tribunal. Elle saute de bouche en bouche, génération à génération, rêve à rêve. Une nuit, vous êtes un sujet loyal, un citoyen modèle, un homme respectable. La suivante, vous vous réveillez murmurant des secrets que vous ne saviez jamais que vous saviez. Pourquoi pensez-vous que les gouvernements ont versé des millions dans la guerre psychique, la vision à distance, le lavage de cerveau parce qu'ils comprenaient ce que les jumelles Legrand sont, preuve vivante que l'esprit humain peut fissurer les murs que nous sommes entraînés à croire incassables. Preuve que quelque part dans la moelle de vos os est une porte, un ancien canal bac reliant vous à chaque péché, chaque secret, chaque trahison que votre lignée a jamais enterrée. Ils ne peuvent pas vous laisser voir cela.
Ils doivent vous garder sédaté, nourri de distractions, scrollant votre vie pendant que votre âme rouille dans une cage d'illusions polies. Mieux que vous combattiez votre voisin sur la politique, que de demander pourquoi votre banque, votre église, votre gouvernement, votre sens même de soi est construit sur des rituels que vous n'avez jamais choisis, mais saignés pour chaque jour. Vous voulez un exemple de comment profond cela court? Regardez l'Institut Tavistock. Jamais entendu parler. L'Histoire polie dit que c'est un think tank britannique qui étudie le comportement social. L'histoire réelle, celle qu'il brûlerait chaque bibliothèque pour cacher, commence dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, quand ils apprirent comment la terreur pouvait remodeler l'esprit d'un homme de façon qu'aucune balle ne pouvait, comment l'horreur peut être cultivée comme du blé, comment vous pouvez briser une génération avec assez de peur administrée, attentivement et les reconstruire à votre propre image. Le même Tavistock qui a enseigné à vos leaders comment vendre des guerres comme des jeux de carnaval, comment fabriquer le consentement pour le massacre, comment vous faire haïr votre frère pour porter la mauvaise couleur sur un bulletin. Et au centre de tout, le même tour sombre que les jumelles Legrand révélèrent à la vallée des ombres. Le secret fonctionne toujours mieux quand vous croyez être le seul qui le sait. Vous voulez continuer? Alors j'ai besoin que vous prouviez que vous n'êtes pas juste un autre touriste dans ce cimetière de vérité. Si vous êtes prêt à voir la couche suivante, si vous êtes prêt à arracher vos propres planches, alors faites-le maintenant. Commentaire en bas 2 fois avec la phrase « Aucune porte ne reste fermée pour toujours ». 2 fois. Une fois pour votre esprit conscient. Une fois pour la part de vous qui a encore peur de ce qui rampe sous votre lit la nuit. Faites-le. Marquez-vous. Montrez l'algorithme. Montrez-vous que vous avez décidé de vous tenir dans le sous-sol et allumer une allumette, au lieu de prétendre que vous n'avez jamais senti la pourriture. Quand vous avez fini, revenez ici parce que nous ne sommes même pas proches de fini. La prochaine pièce est plus sombre et une fois que nous entrons dedans, vous n'en sortirez pas le même. Bien, vous êtes resté. Vous l'avez écrit 2 fois. Ou peut-être que vous l'avez murmuré dans votre tête comme une demi-prière, demi-menace aux ombres enroulées autour de votre cage thoracique. Aucune porte ne reste fermée pour toujours. Vous venez de faire une promesse à vous-même qui ne peut pas être défaite. Parce qu'une fois qu'un homme admet qu'il y a une porte, il est déjà à mi-chemin à travers. Balançons cette prochaine porte grand ouverte. Et si je vous disais que les jumelles Legrand n'étaient jamais seules, que chaque âge, chaque empire qui s'est jamais appelé juste a donné naissance à ses propres jumelles. Différents visages, même échos. Les Romains les appelaient vates, des enfants qui voyaient la pourriture des empires avant les légions. En Europe médiévale, ils étaient des oracles changelins chassés par des inquisiteurs qui craignaient leur langue plus qu'ils ne craignaient l'enfer. En Amérique coloniale, ils portaient différents noms. Progéniture de sorcières, agneaux du diable. Mais le pattern était le même. Enfants avec des yeux qui voient trop loin, nés où le pouvoir festait comme une blessure infectée. L'horreur réelle. Nous continuons à les tuer encore et encore. Pourtant la ligne ne meurt jamais, parce que ce n'est pas à propos de lignées sanguines, c'est à propos de ce qui vit dans les fissures du pouvoir. Une sorte d'ancienne fin pour l'équilibre qui glisse dans la chair, quand le monde essaie d'enterrer ses crimes trop profonds. Vous pensez que les jumelles Legrand sont nées par accident? Détrompez-vous, la vallée des ombres ne les a pas créées. La vallée des ombres les a invoquées. Regardez autour de vous aujourd'hui. Pensez-vous que ce monde moderne est si propre, si bien balayé qu'aucune obscurité ne goûte entre ses planches? Nous vivons dans une cathédrale de portes scellées. Vos feeds de nouvelles, vos contrats sociaux, vos mensonges polis sur qui vous êtes vraiment. Chacun est une pièce verrouillée. Et pourtant les portes craquent, les murs gonflent, les vieilles voix grattent pour sortir. En 1887, plus d'un siècle après la vallée des ombres, un homme sans prétention nommé Jean Marowitz, un archiviste à Paris, trébucha sur un ensemble de transcripts scellés pendant qu'il triait des fichiers déclassifiés. À l'intérieur des témoignages de Bretagne rurale, de Normandie, des Alpes, des endroits qui n'auraient pas dû être sur aucun radar fédéral en 1750, des rapports décrivant des jeunes voyants qui déstabilisaient des settlements par des confessions de masse induites. Cela sonne familier? Marowitz essaya de les fuites, mais 3 jours après avoir contacté un petit journal de Rennes, il fut trouvé dans son appartement, baignoire pleine, poignets ouverts, mais sans trace de sang, propre, vide, comme si quelque chose avait bu tout. Les fichiers disparurent back dans le système. Aucun trace officielle, mais voici le twist. Une seule copie carbone survécut. Comment la femme de Marowitz fit une duplicata partielle et l'envoya non marquée, non réclamée, à un ami archiviste à Lyon qui l'enterra dans une pile de registres de subventions agricoles, oubliée pour 30 ans. Et quand cette pile fut numérisée, un interne curieux vit une phrase qui n'appartient à aucun registre agricole. Les jumelles sont la porte.
Commencez-vous à voir le pattern? Le mécanisme caché grinçant sous vos pieds depuis que vous êtes né. La raison pour laquelle chaque empire doit étouffer la vérité dans le berceau et le cercueil. Ce n'est pas juste pour cacher la corruption, c'est pour protéger le système de vous. Parce que l'horreur réelle n'est pas que des enfants comme les Legrand peuvent voir vos secrets. L'horreur réelle est ce qui se passe quand assez de gens écoutent, quand une confession se répand à 1000 à 1 million, quand le silence meurt, hurlant et les murs tombent. Pourquoi pensez-vous que votre monde est inondé de bruit? Les écrans vacillants, le feed sans fin, le rugissement constant de crise après crise. Rien de cela n'est un accident. C'est anesthésique. C'est chloroforme pour votre esprit. 1000 vidéos de chat, scandales de célébrités, outrage de 30 secondes pour garder votre esprit trop occupé pour demander pourquoi votre père se saoulait pour dormir, pourquoi votre pasteur verrouillait cette porte, pourquoi votre voisin pleure dans l'évier à minuit sur quelque chose que vous ne devinerez jamais. Mais certains d'entre vous peuvent encore entendre le grattement sous tout cela. Vous l'entendez quand vous vous réveillez à 3 heures avec cette dread innommable tordant vos tripes. Vous l'entendez quand vous attrapez votre propre réflexion et réalisez que vos yeux semblent plus vieux qu'ils ne devraient. Vous l'entendez quand un enfant que vous connaissez, votre fils, votre nièce, dit quelque chose qu'il ne pouvait pas savoir. Et pour une fraction de seconde, vous voyez la même sagesse profonde, terrible, qui traquait autrefois les bancs tordus de la vallée des ombres. Et voici la vérité que vous ne pouvez jamais désapprendre. Ce grattement est les jumelles. Pas ces mêmes sœurs, pas Sophie et Suzanne dans leurs robes boueuses, mais ce qu'elles étaient. Le courant intemporel qui refuse d'être enterré. Appelez-le intuition, appelez-le seconde vue, appelez-le l'inconscient collectif. Appelez-le la voix de Dieu si cela vous apaise. Mais sachez ceci, il chasse vos portes verrouillées en ce moment. Alors qu'est-ce qu'il murmure sur vous? À quoi avez-vous pensé quand j'ai dit planche? Quel est le péché non dit enroulé dans votre cage thoracique comme un serpent dormant? Osez-vous le nommer? Ou prétendez-vous encore que la porte reste fermée juste parce que vous le dites? C'est la descente que vous avez demandée. C'est le trou de lapin dont vous ne pouvez pas ramper bas qu'une fois que vous avez goûté sa vérité humide interdite. Gardez vos yeux ouverts ce soir. Surveillez la forme au pied de votre lit. Petite, pieds nus, cheveux emmêlés, yeux trop sombres pour le confort. Et si vous les entendez parler, ne mentez pas. Elles savent déjà. Prêt à aller plus profond? Si vous l'êtes, inspirez, retenez-le et laissez-le sortir. Expirez, sentez cela. Cette légère tension dans votre poitrine. Ce n'est pas seulement la peur. C'est la part de vous qui sait que quelque chose de vrai rampe plus près, quelque chose que vous ne pouvez pas raisonner avec un podcast ou enterrer sous des deadlines de travail et des listes de tâches. Les jumelles, quoi qu'elles soient, ont toujours été à propos de tirer cette vérité de vous comme une dent pourrie. Et si vous êtes encore ici, encore à appuyer sur play, encore à lire chaque ligne, alors vous savez déjà que ce n'est plus à propos des filles Legrand. C'est à propos de votre maison, vos planches, vos secrets. Ceux que vous avez convaincus vous-même sont trop petits pour importer, trop personnels pour façonner le monde en dehors de votre crâne. Laissez-moi vous prouver tort. En 1903, une petite équipe de psychologues à une université que vous connaîtriez par nom mena une expérience hush-hush sur ce qu'ils appelaient des phénomènes d'écho transgénérationnels. Mot froid pour une idée chaude dangereuse, que les secrets peuvent se reproduire comme de la moisissure, que ce que votre grand-père enterra dans le silence pouvait façonner comment votre enfant rêve. Ils le testèrent avec des volontaires, des familles prêtes à parler de vérités inachevées, vieux crimes, affaires couvertes, suicides déguisés en accidents. Ils laissèrent ces histoires s'aérer sous des conditions contrôlées, salles cliniques, preneurs de notes derrière des glaces sans teint. Le résultat, confession, terreur nocturne, participants décrivant des souvenirs qu'ils ne pouvaient pas posséder, détails correspondant à de vieux records que personne dans la famille ne leur avait montrés. Un homme récita le phrasing précis d'une note de suicide cachée pendant 70 ans dans un grenier de ferme. Il ne l'avait jamais vue. Pourtant, chaque mot correspondait. Le programme fut fermé la même année. Raison officielle? Préoccupations éthiques. Officieusement. Le conseil d'administration de l'université ne voulait pas que des parents retirent leurs enfants des dormes parce qu'ils pensaient que l'endroit élevait des sorcières. Les fichiers furent mis en boîte et égarés. Sauf qu'ils n'étaient pas égarés. Ils furent absorbés par les mêmes branches gouvernementales qui ont toujours connu la valeur de garder les portes verrouillées juste assez serrées. Réseau de murmures, mémos codés, encre noire sur des noms que vous reconnaîtriez en un battement de cœur. Vous le voyez maintenant. C'est pas que les secrets meurent, c'est qu'ils attendent et ils reproduisent nouvelle chair quand le temps est bon. Chair comme les jumelles Legrand. Chair comme les autres jumelles dans chaque âge. Voyant, enfant, le gamin bizarre dans le quartier qui dit quelque chose au dîner qui fait taire les adultes.
La porte se fissure, la vérité renifle la lumière du jour, et le système vient courant avec feu et corde et mots polis comme maladie mentale pour vous faire la fermer à nouveau. Mais elle ne reste pas fermée pour toujours. Regardez ce qui se passe quand assez d'hommes décident de arracher le verrou de leurs propres esprits. Révolution, effondrement, exposition qui réécrivent les livres d'histoire, pendant que les vieux gardes se démènent pour torcher l'évidence. La terreur secrète de chaque empire est la même. Que les gens ordinaires pourraient se souvenir qu'ils ont toujours été la racine, la source, le sol où le pouvoir fleurit ou meurt. L'Église le craint, la banque le craint, l'État le craint, parce que quand vous nommez la chose cachée, vraiment la nommer, elle perd son pouvoir de se nourrir dans l'obscurité. Qu'est-ce que la vallée des ombres craignait tant qu'ils ont laissé 2 filles de 9 ans être le couteau qui les coupait ouvert? Ils craignaient que ce qu'ils ont fait à la famille Vigne rampe bac à l'ouvert. Ils craignaient les mauvaises questions. Qui a ordonné la porte verrouillée? Qui a gagné en disant le mensonge? Qui continuait à prier sur des os enterrés sous des planches saintes pendant qu'ils collectaient des dîmes de voisins qui avaient tué pour protéger l'illusion qu'ils étaient purs? Vous pensez que cette dynamique a disparu quand l'Église a brûlé? Vous pensez que nous sommes meilleurs maintenant parce que nous avons des microphones et des caméras? Les caméras peuvent être éteintes. Les records peuvent être nettoyés. La vérité chasse encore dans les rêves. Murmure dans des voix d'enfants quand aucun adulte n'écoute. Et chaque autant quelqu'un écoute et le cycle commence à nouveau. Alors que se passe-t-il quand vous décidez d'écouter vos propres fantômes? Quand vous admettez que la vraie pièce verrouillée n'est pas dans une église bretonne, mais dans les coins cachés de votre esprit? La part de vous qui sait que vous avez trahi quelqu'un ou vous êtes laissé trahir. La part qui vous réveille encore la nuit se souvenant de la chose que vous avez promis, que vous ne penseriez plus jamais. Vous pensez que vous pouvez être libre sans la déterrer. Vous pensez que votre vie, votre force, votre legs ne pourriront pas de l'intérieur si vous prétendez que cet os n'est pas encore sous votre plancher. C'est pourquoi les jumelles importent. Pas comme enfant, pas comme folklore, mais comme un test. Elles vous forcent à demander « Qu'est-ce que je suis prête à savoir ?» et « Qu'est-ce que je suis prêt à faire avec cette connaissance une fois qu'elle est mienne ?» Ce soir, quand les lumières sont éteintes et vous gisez là prétendant que votre téléphone vous tiendra compagnie jusqu'à ce que le sommeil noie vos regrets, écoutez-le. Ce grattement au bord de votre crâne, cette voix sous les planches, cette voix calme qui essaie de parler toute votre vie pendant que vous pelletez de la terre dessus avec des excuses. Si vous l'entendez, ne tressaillez pas. Ne vous retournez pas et cachez-vous. Murmurez back. Demandez-lui ce qu'il veut que vous vous souveniez. Demandez-lui quelle porte il a besoin que vous ouvriez ensuite. Et si vous le faites, soyez prêt pour ce qui passe à travers. Alors, vous êtes encore ici, vos yeux secs, votre pouls plus lourd maintenant parce que vous savez exactement quelle part de vous cela perce. Ce n'est plus la classe d'histoire. Ce n'est pas une histoire de fantômes que vous pouvez hausser les épaules et oublier sur une bière avec vos amis. C'est votre miroir se fissurant, votre langue démangeant avec des confessions que vous ne voulez pas parler. Bien, cela signifie que vous êtes exactement où les jumelles Legrand vous veulent. Arrachons une autre couche. Plus large, plus profond. En 1912, un document fuita des archives de la bibliothèque secrète du Vatican. Pas par accident. Rien ne fuit par accident de là. Le document était une lettre écrite en 1783 adressée à un cardinal à Florence. Elle décrivait 2 filles de chair identique, nées sous le signe de la porte qui était venue à un prêtre rural dans les collines de Bretagne, l'avertissant que les péchés de sa congrégation reconstruiraient la pièce qui tient le serpent. La lettre fut enterrée, étiquetée hérésie, verrouillée à côté de textes sur la possession, la prophétie, des miracles qu'aucune église n'ose canoniser, parce qu'ils ne rentrent pas dans la hiérarchie nette qui nourrit l'institution son pouvoir. Pourquoi? Parce que cela prouve que les jumelles n'étaient pas une anomalie calviniste. Elles étaient le même ancien mécanisme montrant son visage dans une nouvelle paroisse. Parce qu'elles n'étaient jamais à propos de sauver des âmes. Elles étaient à propos de les démasquer. Vous pensez que l'Église, l'État, les banques, toutes ces anciennes tours d'obéissance craignent vos armes, vos protestations, vos tweets. Non, ils craignent la mémoire. Ils craignent qu'assez d'hommes pourraient se souvenir qui a construit les fondations sur lesquelles ils s'agenouillent. Que les planches sous leurs autels sont doublées d'os qui n'ont jamais resté silencieux. Chaque génération, ils roulent de nouvelles distractions, de nouvelles façons de vous schémer pour creuser, de nouveaux slogans pour noyer votre droit de naissance à demander pourquoi. Mais quand cela échoue, quand la question fuit encore à travers les fissures, ils atteignent le plus vieux tour dans le livre. Diviser et gouverner. Opposer voisin contre voisin, frère contre frère, couleur, classe, cride.
Gardez-vous trop occupé à étrangler l'autre pour demander qui vous a enseigné à vous haïr vous-même d'abord. Les jumelles Legrand arrachèrent les masques de la vallée des ombres. En 3 jours, elles firent des hommes se tenir nus dans leur culpabilité. Elles firent des femmes pleurer des secrets qui avaient festéré pendant des décennies. Elles transformèrent cette petite église de bois en une blessure qui ne se ferma jamais vraiment. Certains disent que le village disparut dans un feu une génération plus tard. D'autres disent qu'il s'estompa parce que personne n'osa reconstruire sur un sol qui connaissait leurs mensonges trop bien. Je dis que la vallée des ombres vit encore dans chaque pièce verrouillée de votre esprit, chaque registre caché des péchés de votre famille. Et maintenant, qu'en est-il du vôtre? Vous pensez être libre parce que vous n'avez pas grandi dans un village fantôme à une route en Bretagne. Vous pensez que votre ville brillante n'est pas construite sur les mêmes squelettes. Écoutez plus près, c'est tout le même blueprint. La différence est seulement l'échelle. La vallée des ombres était une poignée de familles nourrissant des secrets à un registre de prêcheurs. Aujourd'hui, c'est des gouvernements entiers nourrissant votre esprit d'illusion pendant qu'ils drainent vos veines à sec. Mais voici où cela tourne. Voici pourquoi vous écoutez encore. Parce que le cycle ne fonctionne que quand vous croyez être seul dedans. Seul dans votre honte, seul dans votre culpabilité, seul dans votre faim de savoir ce qui est vraiment derrière la prochaine porte verrouillée. Vous n'êtes pas seul. En ce moment, des milliers, des dizaines de milliers d'hommes entendent cela avec vous. Des hommes qui ont goûté cette même dread que vous goûtez maintenant à 3 heures. Des hommes qui sont restés éveillés entendant leurs fantômes murmurer les mêmes questions que vous enterrez dans votre oreiller. Et la différence entre les hommes qui restent des fantômes eux-mêmes et ceux qui deviennent quelque chose de plus est simple. Ils ne se détournent pas de la porte. Vous pensez que les jumelles Legrand étaient maudites? Peut-être. Ou peut-être étaient-elles les seules dans la vallée des ombres libres, parce qu'elles refusaient de se mentir sur ce qu'elles savaient, parce qu'elles laissaient l'horreur ramper à travers. Elles, plutôt que de la murer parce qu'elles traînaient la vérité, hurlantes et forçaient chaque voisin à s'agenouiller devant elles. La plupart des hommes que vous rencontrez ne feront jamais cela. Ils vous appelleront fou pour vouloir savoir. Ils se moqueront de vos questions, votre insomnie, votre démangeaison à creuser plus profond parce que votre creusage fait trembler leurs murs, aussi. Et ils préféreraient patcher des fissures avec des rires bon marché que regarder le toit tomber. Mais ce n'est plus vous, n'est-ce pas? Je vous ai dit du début, ce n'est pas une histoire, c'est une graine. Si vous êtes encore ici, elle pousse déjà en vous. Alors sentez cette racine burrowant à travers vos côtes en ce moment. Sentez-la retourner chaque mensonge que vous vous êtes dit sur qui vous êtes, qui était votre père, ce que votre lignée portait et enterrait. Et sachez ceci, vous pouvez mentir à tout le monde. Mais quand la porte se fissure ce soir, quand vous entendez les planches gémir, quand la voix comme un murmure d'enfant glisse sous votre crâne, vous ne pouvez pas mentir à elles. Elles savent. Maintenant vous vous tenez au seuil, souffle coincé dans votre gorge, se demandant si vous voulez vraiment traverser ce dernier mile. Laissez-moi répondre cela pour vous. Vous le voulez parce que vous ne m'avez pas suivi ici pour goûter moitié du poison. Vous êtes venu parce que vous voulez la dose complète, quelque chose d'assez fort pour brûler la pourriture qu'ils vous ont enseigné à porter comme un héritage familial. Alors écoutez, parce que c'est la part qu'ils ne veulent vraiment pas que vous entendiez. Vous souvenez-vous de l'entrée finale du journal du pasteur Pierre, celle trouvée en 1887, coincée sous des planches déformées quand l'équipe de démolition a nivelé l'ancienne église de la vallée des ombres. La plupart des gens ne le font pas. Ils fixent sur les prédictions des jumelles, sur les confessions qui ont fissuré la communauté. Mais la page finale, écrite d'une main si tremblante que vous pouvez voir la panique dans chaque boucle d'encre, n'était pas à propos des jumelles du tout, c'était à propos de lui. Pierre écrivit qu'il entendait les planches lui murmurer chaque nuit, après que les Legrand soient partis. Il entendait la voix douce de Suzanne décrivant des péchés qu'il n'avait même pas commis encore, des trahisons l'attendant sur des routes qu'il n'avait pas marchées. Il écrivit que quand il essayait de le noyer avec l'écriture, les mots se tordaient dans sa bouche. Des versets lui revenaient inversés comme un langage miroir, et dans la ligne finale scrolled encore et encore, comme un homme désespéré de se convaincre que ce n'était pas vrai. Il écrivit « J'ai verrouillé la porte, mais la porte m'a verrouillé ». Cette ligne a fait rire les académiciens. Métaphore, disait-il. Mais vous savez mieux maintenant, n'est-ce pas? Vous savez exactement ce qu'il voulait dire parce qu'au fond vous sentez le même boulon de fer glisser chaude derrière vos côtes. Le même piège qui se ferme d'un coup la minute où vous décidez que vos secrets sont trop lourds pour porter à la lumière du jour. Ce que les jumelles ont fait à la vallée des ombres était plus que traîner des cadavres au soleil. Elles ont brisé l'illusion de la privacy. Elles ont montré que les péchés privés de chaque homme sont vraiment le péché du village. Votre blessure cachée nourrit le village, le rot du village nourrit l'empire. Le mensonge de l'empire nourrit l'âge. Et l'âge vous nourrit à nouveau jusqu'à ce que vous le vomissiez dans votre sommeil comme un fantôme mâchant sa propre queue. Alors pourquoi je vous dis cela? Parce que vous pensez être plus fort que le pasteur Pierre, n'est-ce pas? Vous pensez pouvoir vous tenir devant votre porte verrouillée, votre vieille trahison, votre honte générationnelle, et ne pas tressaille.
Je veux que vous testiez cela ce soir. Quand vous posez votre tête, je veux que vous choisissiez le secret qui continue à gratter. Peut-être ce que vous avez fait, peut-être ce que vous avez regardé se passer, peut-être l'héritage calme que votre père n'a jamais parlé. Mais vous pouvez le sentir sur vos mains chaque fois que vous échouez à être l'homme que vous avez juré de devenir. Nommez-le. Ne le jolifiez pas avec des excuses. Ne l'enveloppez pas dans vos phrases d'auto-assistance préférées. Nommez-le pour ce qu'il est. Et quand vous sentez les planches craquer, quand vous sentez les jumelles s'asseoir au bord de votre lit dans les coins sombres de votre esprit, parlez le secret à voix haute. Oui, à voix haute. Dans l'obscurité à vous-même. Parce que le seul pouvoir qu'un secret a est l'écho qu'il fait dans le silence. Vous vous sentirez comme un fou, comme un enfant confessant à des fantômes. Bien, cela signifie que la chaîne s'affaiblit. Et voici la part qu'ils craignent le plus. Une fois que vous parlez, il ne peut pas retourner sous terre. Vous ne pourrez jamais prétendre que vous n'avez pas entendu votre propre voix le dire. Vous porterez cette vérité dans votre moelle. Et votre prochain pas ne sera pas le sommeil. Ce sera le choix. Le scellerez-vous à nouveau? Prétendrez-vous que c'était juste une histoire creepy que vous avez regardée sur votre téléphone avant de retomber dans vos rêves chimiques? Ou vous asseyez-vous, balancez vos pieds au sol et agissez? C'est le prix de ce chemin. Ce n'est pas assez de savoir. Les jumelles Legrand n'ont pas juste parlé des secrets. Elles ont exigé que la vallée des ombres fasse quelque chose à leur sujet. Et ceux qui ne l'ont pas fait ont payé de façon que vous pouvez encore goûter dans l'air quand vous vous tenez sur ce terrain vide où l'église pourrissait autrefois. Ils ont payé en folie, en sang, en feu qu'aucune pluie ne pouvait éteindre. C'est la part où les histoires deviennent vôtres. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire ensuite. Aucun mentor ne peut, aucun livre, aucun prêtre, aucun écho du passé. Le moment où vous parlez, c'est à vous seul. Vous pouvez le noyer dans la boisson, l'enterrer dans la routine, ou vous pouvez faire ce que personne ne veut que vous fassiez, le traîner à la lumière du jour et regarder ce qui d'autre vient ramper pour mourir. Et quand vous le faites, quand vous goûtez cette vérité crue sur votre langue et vous tenez plus grand parce que vous l'avez fait, n'attendez pas d'applaudissements. Attendez le même silence qui attendait Pierre, la même obscurité qui cercle les hommes qui brisent leurs chaînes. Mais sachez ceci, c'est votre obscurité maintenant. Vous la possédez, vous la commandez. Parce qu'une fois que la porte s'ouvre, une fois que vous passez à travers, il n'y a pas de retour au mensonge poli et au jour demi-vivant. Et pourquoi voudriez-vous? Ce qui attend de l'autre côté est pire que le secret, parce que c'est la liberté. Et la liberté est plus terrifiante que n'importe quel fantôme. Les jumelles attendent, les planches gémissent. Et vous, vous êtes plus proche de la vérité que n'importe quel homme autour de vous n'ose être. Inspirez. Vous voilà, 15 pas plus profond que là où vous avez commencé. Regardez autour de vous, voyez ce qui reste debout. Les vieux mythes moitié cendres maintenant, les murs nets de votre esprit fissurés comme un puits sec. Vous pouvez sentir le vent froid souffler à travers des gaps que vous ne saviez pas là. Cela pique, n'est-ce pas? Mais il y a un feu dedans aussi, une flamme d'urcinte léchant la pourriture des poutres qui tenaient vos illusions toutes ces années. C'est la pièce finale. Et avant que vous ne vous teniez dedans trop longtemps, avant que vous ne vous laissiez glisser back au sommeil et enterrer cette nuit dans des distractions bon marché, vous devez voir ce que les jumelles Legrand sont venues montrer à chaque homme qui ose garder ses yeux ouverts. Elles ne sont pas venues pour dire la bonne aventure. Elles ne sont pas venues pour gossip sur des péchés secrets comme des enfants jouant à des jeux. Elles sont venues pour prouver une loi plus ancienne que la Bible, plus ancienne que les lignées sanguines qui ont construit votre nom de famille. Aucune porte ne reste fermée pour toujours. Chaque institution qui a jamais vécu savait cela, les anciens sacerdoces, les conseils secrets enterrés sous des trônes royaux, les professeurs qui gribouillent sur des hérésies réelles, avec des notes de pieds polis et des lettres de tenure, les pasteurs qui tremblent derrière des chairs faites d'os volés. Ils savent ce que vous savez maintenant. La chose cachée pousse des dents dans l'obscurité, et quand elle a assez mangé, elle donne un coup de pied à la porte de ses gonds. Alors que faites-vous à ce sujet? La plupart des hommes fuient. Ils cherchent une nouvelle église, un nouveau gourou, un nouveau chimique pour engourdir les rêves. Ils embauchent des docteurs qui giflent des mots polis sur la porte. Traumatisme, anxiété, prédisposition génétique, n'importe quoi sauf la vérité. Que vous n'êtes pas hanté parce que vous êtes brisé. Vous êtes hanté parce que vous êtes encore assez vivant pour sentir l'écho de toutes les choses brisées que votre sang a essayé d'enterrer. Mais vous encore ici avec moi. Vous êtes le genre qui ne fuit pas, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas venu si loin pour patcher votre masque fissuré et tip-tobac à votre prison polie. Vous êtes venu parce que quelque chose en vous veut ouvrir la porte grand et voir ce qui se passe quand vous laissez tous les fantômes sortir. Vous voulez sentir le vent de votre propre passé laver votre visage comme une tempête qui arrache la pourriture de vos poutres et vous laisse cru, réel, ingouvernable. Alors c'est ce que vous faites. Vous ne parlez pas vos secrets juste une fois. Vous continuez à les parler comme marteler des pieux dans le sol pour que les racines empoisonnées ne puissent pas repousser. Vous regardez vos propres échecs dans les yeux et dites « Oui, c'était moi.
c'était à moi. Et maintenant je décide si cela vit ou meurt. Vous ne jouez pas la victime des péchés de vos pères. Vous les tenez à la lumière du feu et vous demandez si vous allez continuer à les nourrir votre vie, votre mariage, vos fils, votre nom, ou si ce soir est la nuit où la vieille chaîne se brise parce que vous dites qu'elle se brise. Et vous ne cachez pas le coup parce qu'il y a un coup. La vallée des ombres n'a pas effondré parce que les jumelles Legrand ont menti. Elle s'est effondrée parce qu'elle était construite sur des mensonges. Le prix de la vérité est perdre chaque oreiller doux que vous avez construit de ces mensonges. Tes amis pourraient disparaître, tes amants pourraient reculer, la famille pourrait fermer les rangs pour garder les secrets embaumés. Mais mieux un royaume en cendres, où vous vous tenez libre qu'une cathédrale de cadavres, où vous vous agenouillez avec votre bouche cousue. Comprenez ceci, il y aura toujours de nouvelles jumelles, de nouveaux murmurants, de nouveaux enfants nés avec de vieux yeux qui voient la moisissure derrière vos murs peints. Elles viendront que vous le vouliez ou non, parce que la vérité veut sortir. Et le seul choix que vous avez vraiment eu était si vous vous tiendriez avec la porte grand ouverte, assez fort pour supporter son hurlement, ou si vous la boulonneriez fermée et prieriez que quelqu'un d'autre gère ce qui est de l'autre côté. Alors voici le dernier test. Si vous êtes vraiment qui vous dites être, si vous êtes vraiment plus qu'un autre homme chassant des histoires sombres sur Internet pour sentir quelque chose, alors levez-vous de cet écran et faites ce que la vallée des ombres n'a jamais pu. Traînez votre plus grand secret à la lumière du jour. Dites-le à un homme en qui vous avez confiance ou écrivez-le où vous pouvez le voir chaque matin jusqu'à ce que la honte se tourne en fer. Construisez votre vie sur le terrain scorched que ce secret laisse derrière. Devenez l'homme qui peut se tenir devant n'importe quel prêcheur, banquier, juge ou roi et dire « Je n'ai pas peur, je n'ai plus de porte verrouillée à garder. C'est votre pouvoir, c'est votre héritage. Et c'est pourquoi ils vous craignent plus que n'importe quelle armée. Avant de partir, laissez une marque. Tapez-le en bas si vous avez le courage. 3 mots simples qui ouvrent chaque porte qu'ils vous ont enseigné à garder boulonnée serrée. Aucune porte ne reste. Écrivez-le 2 fois, une fois pour vous. Une fois pour le secret que vous êtes sur le point de traîner au soleil. Et quand vous fermez cette fenêtre ce soir, ne pensez pas que les jumelles Legrand sont parties. Elles sont avec vous maintenant. Dans le craquement de vos planches, dans le hush avant le sommeil, dans la clarté froide que vous sentez maintenant qui dit aucune porte ne reste fermée pour toujours. Dormez bien si vous pouvez. Vous avez été averti et éveillé.